Bonjour messieurs. Ça va, on est là? Leonardo, on est là? Victor, on est là? Leonardo, oui. Victor? Victor. Monsieur Parent. Merci. Super. Excellent. Alors, allons-y pour notre dernière heure. Alors, on a compris l'importance qu'on a d'aller chercher les données de marché. Pour ça, il faut analyser tout ça, parce que c'est bien de comprendre que le marché fonctionne d'une manière ou d'une autre, mais il faut analyser ces données-là pour en sortir le maximum. Dans toute stratégie, on avait parlé d'ailleurs pour le plan, l'importance d'aller chercher de la donnée, l'importance de l'analyser, puis l'importance de développer une stratégie avec ça. Dites-moi, rappelez-moi, est-ce que je vous ai parlé la semaine dernière de l'entreprise qui est spécialisée dans l'équipement de locomotives, qui est intéressée par la Chine, pas la Chine, l'Égypte? Est-ce que je vous ai parlé de ça, oui ou non? Oui? OK. Alors, l'analyse de ça va me faire des choses très différentes. Je ne vais pas réagir à ce que je vais avoir analysé comme suite à aller chercher mon matériel. Donc, l'analyse globale des pays à partir des critères généraux, ce qu'on voit tout à l'heure, à partir des critères généraux, c'est de prendre un des guides comme celui que je vous ai mis en bas sur l'Inde, puis de regarder ça, puis de dire « Ah, l'Inde a l'air intéressant comme marché. » Et de choisir un pays cible à partir de critères techniques d'accès au marché. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire la combinaison, bien sûr, des deux. Parce que si je m'attarde seulement aux techniques, aux critères généraux, j'en perds des morceaux, puis je vais avoir des surprises en cours de route. Alors, l'analyse globale des pays à partir de critères généraux. Dans un premier temps, l'entrepreneur doit se poser les questions suivantes. Le contexte social est-il favorable? Le contexte politique ou juridique est-il favorable ou défavorable à l'exportation? Par exemple, guerre civile, pour si on exagère en termes de catastrophe, mais troubles sociaux ou la corruption, pas simplement de l'appareil judiciaire, mais des douanes, du processus d'import, d'export, de l'entrée au pays. Est-ce que ça va affecter ma marge bénéficiaire sur ce que je veux faire? Alors, un pays qui, je sais pas moi, l'Algérie. L'Algérie est un pays qui exige de nous un visa pour entrer en Algérie. Alors, on est dans je me souviens, il y a quelques années, je dirige une mission de gens d'affaires canadiens qui vont à la foire d'Alger. Alors, je suis sur le Conseil canadien pour l'Afrique et c'est moi qui est le responsable de cette mission. Et le kiosque canadien met un espace à la disposition des entreprises que j'accompagne. Donc, moi, je viens pas avec les entreprises directement, je suis à Tunis sur du travail, puis de Tunis, je prends l'avion pour aller en Algérie. Et j'ai un visa que j'ai acheté avant de partir avec l'ambassade d'Algérie ici à Montréal. Je sais pas moi, valide du 15 au 25. Mon travail en Tunisie se termine une journée plus tôt. Alors, je vérifie si je peux changer mon billet d'avion. Mais oui, je peux changer mon billet d'avion. Je vérifie que l'hôtel à Alger peut me recevoir une journée plus tôt, parce que la foire d'Alger, tout est plein partout. Oui, monsieur Méville-de-Chêne, pas de problème. Je prends l'avion, et quand on arrive à Alger, l'ambassade canadienne nous accueille à l'aéroport. Alors, j'avise l'ambassade que j'arrive, c'est moi le chef de la délégation. Comme ça me permet de me préparer avant que mes missionnaires arrivent, d'être plus prêt, d'être mieux. Alors, je pars une journée plus tôt. J'arrive à Alger. Le 14. Mon visa est bon à partir du 15. On est le 14, il est 6 heures l'après-midi. Là. Mon visa est bon jusqu'à minuit. Pas avant minuit. Alors j'arrive là-bas, les gens de l'ambassade m'accueillent, M. Méville-de-Chêne, quel bonheur, avec un gars d'immigration. Il part avec mon passeport, puis il revient au bout de 10 minutes, puis il dit, vous pouvez pas rentrer. Comment je peux pas rentrer? Mais votre passeport, le visa est bon seulement à partir de minuit. Bon, évidemment, c'est mon erreur. C'était à moi de prévoir ça. Si je n'avais pas été
avec les gens de l'ambassade à ce moment-là, ils me remettaient sur l'avion et me renvoyaient à Tunis, et à mes frais, bien sûr. Parce que les gens de l'ambassade ont été là, ils étaient là, ils venaient me chercher, ben ils ont fait ce qu'ils avaient, ils ont insisté au gars des douanes, qui bien sûr ils pouvaient laisser passer. Ça, c'est des trucs, c'est pas dans les livres. Mais on doit comprendre ces affaires-là parce que, mille surprises. Vous allez lire, dans des critères généraux, que pour travailler aux États-Unis, ça prend une autorisation. Mais en tout cas, ma génération à moi, quand on allait aux États-Unis puis qu'on avait une partie, on vend un service ou un produit à des clients américains, puis qu'on va faire la maintenance, l'entretien ou la formation de ces gens-là, avant le resserrement dû au 11 septembre 2001, on allait aux États-Unis puis on disait je m'en vais à Phoenix puis c'est tout, puis on nous posait pas de questions. Aujourd'hui, si je veux aller faire du service pour mon client à Phoenix en Arizona, puis si j'arrive à la douane puis que je lui dis pas que je m'en vais faire du service là-bas, puis qu'il le découvre, je suis barré à vie des États-Unis. Puis si je lui dis que je m'en vais faire du service en Arizona, ben il va vouloir avoir la copie du contrat, une lettre de mon patron, une lettre de mon client, et d'autres pièces justificatives afférentes que c'est effectivement ça que je vais faire et que je ne serai pas rémunéré aux États-Unis pour le travail que j'ai fait, mais bien dans le contrat, puis que je vais être rémunéré par le Canada, parce que si je suis rémunéré aux États-Unis par le client, ça, fiscalité, taxes, impôts, tout ça. Alors, pour illustrer ça aussi, c'est pas juste en Bulgarie qu'on a des problèmes, là. J'ai un client qui fait une installation de ces systèmes en France. Il est là pour un mois. C'est fun, un mois. Il y a ses week-ends. Fait que le week-end, il se loue une auto, puis il s'en va visiter le Bordelais, la côte ouest, je sais pas moi, Biarritz, n'importe quoi. Il y a un mois, il y a 4 week-ends à se promener. Puis, dans un de ces week-ends, un samedi, il brûle un stop. Il se fait arrêter par un gendarme. Alors, le gendarme l'arrête, vous avez brûlé l'arrêt, monsieur. Oui, très bien. Et là, lui, il pense pas. Alors, il jase. Bon, oui, puis bon, je suis du Canada, puis je suis ici, on est en train de faire une installation pour une entreprise dans la région de Paris, puis on est ici pendant un mois, puis on est techniquement, puis on travaille. Puis là, le gendarme, il le regarde, puis il dit, ah, vous travaillez? Avez-vous votre permis de travail? Non, on n'a pas besoin, on est ici, c'est un contrat. Non, ça prend un permis de travail. Il faut venir avec moi. On va aller au poste. En garde à vue, un samedi, perdu dans le sud de la France, dans un poste de police de campagne. C'est pas plus drôle que d'être pris dans un poste dans la campagne au Salvador, là. Les conditions sont un peu meilleures, mais tu es en garde à vue pareil. Puis là, il faut que tu aies les pièces justificatives. Essaye d'obtenir les pièces justificatives, toi, de ton bureau, un samedi soir. Ils ont appelé l'avocat responsable de ça en catastrophe, qui charge comme un plombier, est en triple pour répondre à un appel de week-end. En tout cas, il a passé le week-end en détention préventive. Parce qu'il y a des contraintes. Puis les contraintes, elles sont subtiles. Elles ne sont pas écrites dans le dépliant que je vous ai donné tantôt sur comment exporter aux États-Unis. C'est pas là-dedans. Il en parle pas. Mais Dieu sait que c'est important. Alors, chaque pays, chaque marché a son lot de surprises. Puis, la meilleure façon de passer à travers de ça, c'est d'analyser un peu comment on va sortir de cette région-là, puis qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information, puis quoi faire. Mais ce qui est écrit dans un manuel ou des éléments comme ceux-là, c'est très, très, très limité. On m'a demandé, il y a récemment, de faire une présentation chez Bell, pour une équipe qui partait, une équipe de support technique.
comment fonctionner au Maroc. Bon, je connais un peu le Maroc, mais je veux dire, je suis pas marocain, j'ai pas vécu là. J'y vais 3 ou 4 fois par année, mais je veux dire, je suis pas un expert du Maroc, mais je vais beaucoup au Maghreb, puis une bonne idée. Alors, pour me documenter un peu plus et faire une prestation beaucoup mieux, j'achète sur Ubifrance. Je vous ai montré ça dans les sites. Ubifrance, qui est le site français pour l'aide au commerce extérieur. Alors, ubifrance.fr, voilà. Je vais sur le site d'Ubifrance, puis je trouve le guide de comment faire affaire avec le Maroc. Je sais que c'est en français, puis je peux l'aller chercher en acrobate, puis je paye directement PayPal, Visa, Mastercard, puis j'obtiens le document par courrier électronique en quelques minutes, puis j'ai mon document, je peux l'imprimer, je peux le garder de version électronique, ça me coûte une vingtaine d'euros, puis je peux lire. Hey, c'est tellement pas approfondi, là. C'est un document qui doit comporter 150 pages. Mais nulle part là-dedans, ils vont m'expliquer que les policiers y arrêtent les voitures avec les plaques touristiques. Parce que c'est les voitures payantes. Puis ils vont m'expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon papier ou avec la plaque de la voiture pour aller me chercher un peu d'argent dans mes poches. Alors, on était avec une voiture de location comme ça, mais mon associé, mon partenaire là-bas, c'est un officier des douanes. Puis dans l'ordre, c'est comme aux États-Unis, un peu au Maroc à ce niveau-là. Aux États-Unis, on a, dans l'ordre, on a Dieu, le président, les douanes, puis le reste du pays. Okay? Les douanes, là, aux États-Unis, là, c'est avant les marshals fédéraux puis le FBI, là. Okay? C'est au même niveau ou presque que le président. Le président dit des choses aux douanes, puis les douanes décident pour le territoire. Okay? La protection du territoire. Les douanes ont préséance. Alors, au Maroc, c'est un peu aussi comme ça. Un officier des douanes, c'est quelque chose. Alors, on se fait arrêter, supposément qu'on aurait brûlé un feu rouge. On n'a pas brûlé le feu rouge. On a une plaque touriste. Puis, regardez, vous voyez, là, j'ai des yeux bleus, là. Ça, c'est intéressant. On sait que je viens pas de là. Alors, on vient voir, puis on dit, ah, monsieur, moi, je sais ça, j'ai pas brûlé de feu rouge, mais là, j'ai un policier qui est là qui me dit, j'ai brûlé de feu rouge. Alors, mon partenaire sort de la voiture, il s'en va voir le policier, il le prend en retrait, et lui sort sa badge des douanes. Puis il dit, est-ce qu'il y a un problème? L'autre lui dit, non, non, c'est très bien, puis là, il lui donne sa carte, puis il dit, s'il y a quelque chose un jour, tu peux m'appeler, puis je serai là pour t'aider. On rembarque de l'auto, puis on s'en va. Maroc, c'est pas un pays reculé, là. C'est un pays très avancé, avec des grandes autoroutes, puis c'est bien structuré, mais c'est encore comme ça. Alors, la France, le Maroc, les États-Unis, l'Inde, c'est plein de surprises. Donc, les critères généraux ne sont pas suffisants. Faut que je me visite, faut que j'y aille là-bas, puis faut que idéalement, faut que je travaille avec des partenaires. L'analyse préliminaire des marchés, le choix de pays cibles à partir des critères techniques d'accès au marché. Il faut que je me documente sur l'environnement socio-politique et culturel, sur les incidences religieuses, parce que les façons de faire sont différentes. Je peux pas envoyer une femme faire du développement pour moi dans les pays du Golfe, parce que il y a beaucoup d'endroits où elle ne sera pas reçue, point à la ligne. Des incidences fiscales et légales. Beaucoup d'entreprises canadiennes qui ont exporté aux États-Unis. On a des clauses qu'on a acceptées dans l'ALENA avec les États-Unis, que c'est comme un contrat d'assurance, des petits caractères en bas qu'on n'a presque pas lu, ou que vous n'avez pas lu. Okay? Puis quand vous faites affaire dans les États américains, ben vous êtes assujetti à la fiscalité de l'État dans lequel vous faites des affaires. Qui connaît la fiscalité du Wisconsin puis du Missouri? Mon Dieu! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça, qui peut vous aider? Est-ce qu'on a pensé à se poser la question avant d'aller vendre dans l'État de New York? On va faire une foire, je sais pas moi, au New Jersey, à Baltimore ou ailleurs. On revient, on a des commandes. Qui pense à vérifier l'impact fiscal de ça avant de faire la livraison? Entre vous puis moi, là, pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui va prendre la peine de solliciter un avis professionnel sur la fiscalité au Wisconsin avant de vendre au Wisconsin. Mais quand on a signé l'ALENA, ça marche pas pour le Mato Grosso ou pour
une province du Paraguay, là. Mais aux États-Unis, quand on a signé l'ALENA, on a autorisé les taxes et les impôts du Wisconsin de venir fouiller dans votre comptabilité, dans votre entreprise, chez vous, les inspecteurs américains, pour vérifier ce que les données comptables qui sont là-bas. Et si, par hasard, vous n'aviez pas fait les déclarations que vous auriez dû faire au Wisconsin, vous êtes susceptible d'être saisi par les autorités du Wisconsin chez nous. Comme ça. Sans autre forme de recours que de vous débattre dans une cour au Wisconsin. Ça coûte combien, ça? Ça coûte pas mal plus cher que d'avoir engagé un fiscaliste spécialisé, quand ça existe, et ça existe, pour qu'il me réponde, qu'il me donne un avis juridique sur l'impact fiscal qu'aura ma transaction dans ce marché-là. Puis cet impact fiscal-là, est-ce que ça rend la transaction intéressante? Ou je devrais éliminer ça, ou changer mon prix? Ou me retirer complètement? L'idée ici, c'est de comprendre que s'il y a un coût supplémentaire à faire ça, je le mets dans mon calcul, je l'ajoute, je mets mon bénéfice sur mon total de dépenses, pas sur le produit, puis je vais arriver à quelque chose, puis je devrais réussir à être compétitif quand même. Parce que cette fiscalité-là, elle existe aussi pour les producteurs du Wisconsin. J'ai pas une fiscalité à part, mais j'ai une fiscalité à respecter là. Alors ça, c'est des critères techniques. Alors, dans chaque pays, je peux avoir un impact fiscal sur mes services. Écoutez, on a vendu des services importants à l'international en Tunisie. Ben, savez-vous, quand c'est le temps de payer, si vous ne le saviez pas avant, il fallait le savoir, que les autorités tunisiennes vont prélever l'impôt à la source et vous donner un reçu qui est bon pour votre impôt au Canada. On a une entente de double imposition. Bon, là, je sais que la Tunisie, c'est pas un marché qui vous captive, là, mais quand on ne le sait pas, comme plusieurs de mes confrères ne le savaient pas, nous, on avait analysé ça, puis on était au courant, puis on savait c'était quoi le taux d'imposition auquel on serait imposé, puis on a construit notre projet en sachant très bien qu'il allait venir nous chercher un pourcentage, qu'il allait pas nous payer sur le contrat, parce que ça va à l'impôt, mais il donne un reçu. Fait qu'on a majoré notre contrat de la taille de l'imposition. Point à la ligne, puis quand tu reçois ton reçu, ben ton reçu il est bon pour l'impôt. Alors, quand ta compagnie ici fait sa déclaration d'impôt, ben, tu mets ton reçu de ton imposition en Tunisie. Qu'est-ce que vous pensez que est la réaction du ministère du Revenu du Canada quand il reçoit ça? Ils contestent tout de suite. Ils appellent, puis ils disent, c'est pas bon. C'est pas bon quoi? Il y a le tampon, puis il y a du gouvernement, puis il y a tout à fait, mais on prend pas des reçus d'impôt de d'autres pays comme ça. C'est pas vrai. Il a fallu que nous, je donne une copie aux responsables au ministère du Revenu du texte de loi canadien qui autorise la double imposition, donc la valeur de mon reçu, pour pas que je paye ce montant d'impôt. Si je n'étais pas au courant de ça, je me fais avoir en Tunisie, je me fais avoir par mon impôt ici qui me réclame le même montant d'argent que je ne veux pas lui payer. Et si l'entreprise ici au Canada ne fait pas de bénéfice, puis que j'ai un reçu d'impôt tunisien, le gouvernement du Canada ne va pas me rembourser l'impôt payé en trop, hein? Mais non. Il faut que je tienne compte de mon calcul. Alors, des impôts, des incidences fiscales, c'est important, des incidences légales. Faut comprendre aussi je sais pas moi, les outils de communication auxquels j'ai accès. On s'imagine qu'un BlackBerry, ça fonctionne sur toute la planète. C'est pas vrai. Mon BlackBerry fonctionne en Tunisie, mais il fonctionne en Algérie, mais il fonctionne pas en Tunisie. Parce que la Tunisie ne laisse pas passer le signal. C'est tout. Point d'année. Ce que je fais, moi, c'est que j'achète, j'ai toujours un téléphone, un petit Nokia bien ordinaire, puis dans chacun des pays, j'achète une puce. Bon, c'est pas de grosses dépenses, ça. Mais c'est comprendre que ça fonctionne pas comme chez nous.
Puis, au Burkina Faso, quand je travaille là-bas, à mon hôtel ou en résidence, ben l'Internet qui coupe 60 fois par jour. Ça tombe. Pouf, dans tout le pays. Ça repart. Ça recommence. Ça retombe. Fait que j'ai intérêt à sauver tout ce que je fais. Puis si je travaille avec des plateformes Internet dans le cloud computing avec du Windows Live, puis que mes affaires sont quelque part sur un serveur que je sais pas où ça se trouve, puis je suis en train de travailler sur mes textes, pouf, ça coupe. Je viens de tout perdre. Enfin, j'essaie de faire un parallèle entre très avancé techniquement, puis moins avancé, puis comment ça va influencer sur ma façon de faire. Puis que lorsque des fois j'essaie de rejoindre mon partenaire à l'autre bout, ben des fois la ligne passe pas. Puis des fois elle ne passe pas pendant des jours. On a eu un projet qu'on devait faire à un certain moment donné avec la Côte d'Ivoire. On amenait 50 cadres émanant de 25 pays, en majorité d'Afrique de l'Ouest, pour venir passer 2 semaines à Abidjan, dans un programme de formation dans le secteur c'était des gens dans les associations de café dans ces différents pays-là, pour leur parler vente, marketing, qualité, dans le secteur du café. Alors, on avait des experts avec nous qui étaient hollandais, américains, canadiens, africains, qui venaient former ces gens-là pendant 2 semaines. Toute la logistique de ces gens-là, des années, c'était à nous de s'en occuper. On leur envoyait pas de l'argent pour s'acheter un billet d'avion, on leur remboursait pas un billet d'avion, on achetait tout ça, puis on les faisait venir, on payait tout ça. Puis on leur fait signer un contrat pour venir avec nous. Il y a des pays, on ne peut pas envoyer de fax parce que ça passe pas. Ça passe pas. Il fallait que je demande à l'ambassade canadienne, la plus proche, qui n'est pas nécessairement dans le pays en question, de faire parvenir le document et de s'assurer qu'il soit bien rendu. Mais ça peut prendre des fois 10 jours avant de rentrer. Et on est sur la planète Terre, là. Puis on a la télévision HD dans le salon. Mais ça marche pas comme ça partout. Alors, tout ça, il faut saisir ça parce que ça va influencer la façon dont je fais mes affaires. Des fois, je veux parler avec eux, puis avant d'avoir une réponse, il va se passer 10 jours parce que mon message ne se rend pas ou le retour ne revient pas ou que le gars il est en brousse ou ça. Alors, ça va tout influencer. Donc, des critères qui sont à reviser constamment pour pouvoir m'ajuster. Et ça rentre quelque part dans mon étude de marché. Alors, si je fais partie d'une association qui s'intéresse à ça, comme je parlais tantôt plutôt de la Chambre de commerce Canada-Mexique, ben, je participe à leurs activités, et je vais demander à des Canadiens qui travaillent sur ces marchés-là, comment vous faites, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est de la donnée primaire, puis c'est tellement important. Alors, l'objectif de l'étude de marché est donc de permettre à l'entreprise de repérer une demande au sujet d'un produit ou d'un service. On a vu la semaine dernière où est-ce qu'on va trouver nos clients et comment on leur fait la demande. Quand on est rendu qu'on est capable de comprendre comment on va pouvoir réagir et interréagir avec eux autres. Et surtout, si je me fais solliciter d'une manière non demandée, c'est une demande qui est non sollicitée qui arrive, je vais pouvoir peut-être, si je sais où trouver cette information-là, puis je vais vous donner quelques pistes tout à l'heure où je vais trouver des informations sur mes marchés, assez pour savoir que je peux, en quelques clics, en dépensant pas ou dépensant très peu, trouver assez d'informations pour savoir si le marché qui m'intéresse est un marché sur lequel je peux y mettre un peu d'exercice pour aller un peu plus loin, quand j'ai une demande non sollicitée. À partir d'informations recueillies, l'entreprise peut établir ses estimations de vente et une stratégie de commercialisation. À partir du moment que je sais si j'ai des impacts fiscaux à vérifier, si j'ai des douanes qui sont relativement souples, si mon transport se fait avec une certaine facilité. Vous savez, il y a des destinations sur la Terre où il faut passer par bien des... comment dirais-je? Si j'achète un produit de Chine pour importer au Canada, ben je peux avoir un Chine Vancouver, un Chine Seattle, un Chine San Jose ou Los Angeles, puis après ça, ça prend du train, puis ça s'en vient jusqu'à Montréal avant d'être livré, ou je peux prendre un Chine qui va venir jusqu'à Halifax. Ça va coûter un peu moins cher, mais ça va durer beaucoup plus de temps parce qu'il va passer par Panama avant de s'en venir ici. Mais imaginez-vous le temps que ça prend plus que le double de temps. Mais ça coûte moins cher. Est-ce que je suis pressé, est-ce que je suis pas pressé? Est-ce que chaque sou est vraiment important pour moi? Tout ça va influencer mon choix
de ce marché-là ou pas, et ma stratégie. Pourquoi il y a des bateaux qui partent de Chine, puis c'est parce qu'ils font le tour de la planète. Le bateau part d'un port chinois, puis il fait le tour au complet du monde avant de revenir en Chine. Fait que ça veut dire qu'il va chercher des containers là, dépose là, va chercher des containers là, dépose là, va chercher des containers là, dépose là, va chercher des containers là, dépose là. Il arrête partout. C'est ce qu'on appelle une ronde de lait. C'est la livraison du laitier. Mais ça coûte moins cher. Parce que ce sont des voyages peut-être très rentables. Tandis que les autres, c'est un bateau plein qui fait Vancouver-Shanghai, aller-retour. Qui fait que ça. C'est plus vite. C'est plus cher. Qu'est-ce que je veux? Alors, tout ça va me permettre de faire des estimés justes. Alors, je vais être obligé de travailler dans mes études de marché. Je vais aussi m'arranger pour travailler avec mon maître transitaire. Je vais les questionner aussi. Je veux savoir. Je veux qu'ils montent, je veux qu'ils m'apprennent, je veux qu'ils répondent à mes questions, je veux qu'ils me fassent des suggestions. Alors, ce que je vous expliquais à un certain moment donné, c'est que ce que j'ai un transitaire que je connais, avec lequel je travaille. Si je lui demande, peux-tu m'amener mon produit sur un nouveau marché qu'il ne connaît, qu'il va me dire qu'il connaît? Parce qu'ils supposément connaissent tout ça, parce qu'ils ont tous des représentants un peu partout. C'est pas leur représentant, mais ça fait partie d'un groupe, d'une chaîne, d'une organisation. Mais il y a des transitaires qui sont plus compétents dans certains marchés que d'autres. Il y en a qui ont l'expertise africaine, d'autres qui ont l'expertise latino-américaine, d'autres qui ont l'expertise asiatique, d'autres qui ont l'expertise chinoise. Ils sont experts pour la Chine. Mais ils peuvent livrer en Australie, si vous voulez. Bien sûr, mais c'est pas leur spécialité. Alors, si je cherche et je trouve le transitaire qui est spécialisé, ben c'est peut-être pas mon transitaire habituel, mais il va peut-être me permettre de faire cette différence dans mon calcul pour être plus compétitif, parce que je dois être compétitif. J'arrive de l'extérieur dans un nouveau marché, je le possède pas, je l'ai lu sur papier, j'ai fait peut-être une première visite, j'en ai discuté avec des gens, puis j'essaie de me faire un prix. Vous saurez certainement que les premiers calculs de prix que je vais faire me placent souvent hors du marché. À moins que j'ai un produit qui est exceptionnel. Alors, il faut que je trouve, puis on le verra en calcul de coût, où est-ce que je vais trouver pour calculer, pour aller rentrer dans ma fourchette, puis d'aller chercher le bénéfice que j'ai besoin d'aller chercher. Ça. Plus j'ai d'informations, mieux je vais comprendre, puis meilleur sera mon résultat. Alors, vous savez, une étude de marché, là, c'est comme pour... imaginons que la diapositive, là, c'est l'image de mon marché. Alors, chaque fois que je vais chercher une information, c'est comme si j'allais chercher une petite photo. Comme ça. Puis que j'assemble mes petites photos tranquillement. Des petites photos. C'est l'information que je vais chercher. Vous comprendrez que si je ne vais pas chercher grand-chose, là, tout ce que j'ai trouvé, c'est produit, marché, ans, I1. J'ai rien trouvé d'autre. Je comprends pas. Alors que si je vais chercher plein de photos, plus je vais chercher de l'information, plus je ramasse de l'information sur mon marché, plus je suis capable de me faire une image claire. Puis si je viens d'en prendre assez, ben, je vais avoir une bonne image de mon marché. J'essaie de vous l'illustrer un peu comme ça. Alors, pour comprendre le marché en entier, il aurait fallu que je sois né là, que j'ai vécu là toute ma vie, pour saisir tout ça. Ce qui ne sera jamais le cas. Je ne posséderai toujours que certains aspects de ce marché-là. Alors, Leonardo, qui est ici depuis un certain temps, au Canada, mais lui, comme il vit ici, il possède peut-être une partie comme ça de la compréhension du marché canadien. 6 mois, bon ben je recommence. Tu dois posséder à peu près ça de ton idée de ton marché canadien. Comprends-tu? Tiens, je vais effacer là. Leonardo comprend ça de son séjour au Canada. Puis dans 2 ans, tu vas comprendre ça. C'est ça. Puis dans 10 ans, tu vas avoir compris ça. C'est encore partiel. Alors moi, quand je fais une étude puis une analyse de marché, il faut comprendre la limite de ce qu'on va chercher. C'est limité. Ça ne sera jamais complet. Mais il faut que je sois capable d'aller me chercher assez de données pour me permettre de faire un bon jugement sécurisant
pour me permettre d'obtenir le moins de risques dans ma transaction et le meilleur bénéfice pour mon investissement. Parce que développer un nouveau marché, c'est un investissement, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Alors, voyez-le comme ça. Maintenant, quand on fait une action comme celle-là, la même chose que je vous ai dit l'autre jour pour le plan d'affaires. Je me fixe une date de début et je me fixe une date de fin. Début, fin. Pourquoi? Parce que plus je cherche d'informations sur le marché, plus j'en trouve. Plus j'en trouve, plus je continue à en trouver, plus je vois que je ne sais pas grand-chose, puis plus j'en veux. Alors, si je ne me fixe pas de date de fin dans ma recherche, je vais chercher pendant des années, puis je n'aurai pas fait le tour de mon marché. Je vais être allé 6 fois, puis je découvre encore des choses. Alors, je sais pas moi, la Tunisie, je suis allé 15 fois. J'ai fait le tour du pays en auto pour mon travail. Je suis allé visiter des villages dans le désert, des stations balnéaires dans le nord, dans l'est. J'ai fait le tour. Est-ce que je connais la Tunisie? À chaque fois, j'ai des surprises. Oh, en Tunisie, à Tunis, on dit que je conduis comme un Sfaxien. Ça veut dire que, mais je m'en laisse pas imposer sur la route. Sans ça, je serai encore stationné en arrière d'un feu rouge là-bas en attendant de venir vous voir aujourd'hui. Bon. Il n'y a pas de fin à ça. Il faut à un moment donné dire c'est assez. Alors on peut aller chercher d'informations succinctes, juste un peu, puis prendre une décision avec ça. On peut aller en chercher un peu plus, prendre une meilleure décision, puis on peut aller en chercher énormément. On peut trouver quelque chose, l'acheter, on peut visiter et comprendre, on peut lire un dépliant puis s'imaginer que ça suffit. Tout ça, l'un et l'autre, vous jugerez ce qui est pertinent. Dans le cadre de ce que je veux faire, bien sûr, il est essentiel pour l'entreprise de connaître mieux possible ses concurrents pour déterminer leurs forces et leurs faiblesses. Il faut chercher sur la concurrence. L'entreprise doit comparer les caractéristiques de son propre produit avec celles des produits concurrents. Souvent, moi, j'achète les produits concurrents sur le marché quand je passe. Quand je vais à l'épicerie, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, les produits des concurrents, je les achète. Dans mon armoire, dans mes tablettes, dans ma salle d'échantillons de produits de café, là, j'avais des échantillons. J'ai vendu ça au printemps dernier. Pas les échantillons, la compagnie. J'avais des échantillons de café de partout. Puis des fois, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui me disait, oui, mais tu sais, en Égypte, puis là, je sortais les produits égyptiens. Puis je dis, regarde, le produit qui est dans la boîte, là, c'est moi qui l'ai vendu. Ça vient du Brésil. Puis ça, c'est telle affaire. Puis ça a été fait par tel autre, tel là, ça a passé par là, puis ça a été réemballé là, puis ça a été timbré ici. Je le connais, je le connais de ça. Je dois donc faire ça. Alors, des fois, je vais aller acheter le produit, si je peux. Si c'est une technologie, je n'irai pas acheter un barrage électrique pour comparer un barrage électrique, mais je vais regarder ce que font les autres ingénieurs dans le domaine, par exemple. Alors, l'entreprise doit comparer ses caractéristiques de son produit avec celles des produits concurrents. Les résultats de ces comparaisons permettent de découvrir les caractéristiques du produit pouvant constituer les motivations ou des freins à l'achat pour les clients potentiels. Ça permet donc de trouver des avantages distinctifs de son produit. Pourquoi on achèterait votre produit? Parce que c'est canadien? Ben voyons donc, c'est pas vrai. Il faut que je sois capable d'établir ma stratégie marketing par rapport de ça. Oui. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, c'est à vous, du Costa Rica et de la Yucca. Le tapioca. Je vous ai parlé de ça? Oui, non? Oui? Non, je vous ai pas parlé de ça. OK, mais je vais vous illustrer ça dans un instant. Alors, toi, justement, Leonardo, qui veut vendre des véhicules usagés d'ici au Pérou. Je vais te donner la parole. OK? Tu vas me répondre à une question ou deux. Dis-moi, Leonardo, il y a déjà des véhicules usagés qui viennent de l'extérieur qui se vendent au Pérou, oui ou non? Bon, ils viennent de où? D'où viennent-ils? De Miami. OK? Et ce sont des véhicules manufacturés au Japon, aux États-Unis, au Canada. C'est des Toyota, c'est des Ford. Aussi, oui, c'est important. Ce n'est pas commun, Ford.
Et il n'y a pas Oui, pièce, c'est un facteur. sinistré, L'autre ça veut facteur, dire c'est que endommagé. les C'est marchés, ça? les mécaniciens, ce n'est pas cher, ce n'est pas un problème ça. Le problème c'est que c'est la Oui, mentalité du Péruvien et le très Péruvien bien. Alors, est il roule. habitué à Normalement, normal il roule quoi? de la Avec voiture. des voitures Les japonaises ou des japonaises, voitures Honda, américaines? Il roule en Hyundai, Ford ou en Toyota? Toyota. Des voitures japonaises. Oui, c'est Toyota. Je sais que c'est Toyota. Alors, je peux pas leur vendre des Ford. Pourquoi? Il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de mécaniciens qui savent travailler la Ford. Oui, à la japonaise, bien sûr. Alors oui. Alors je vais illustrer ça par un exemple, vous allez comprendre. Merci Leonardo, tu vas voir. Alors une entrepreneur que je connais s'est fait solliciter pour aller au République dominicaine en mission. Et c'est une entrepreneur qui fait de la flotte de véhicules ici au Canada. Alors, des flottes, ils louent des camions, ils font des flottes de camions, ils louent ça à toutes sortes de monde. Et dans ce domaine de flotte, on ne garde pas les voitures, les camions jusqu'à l'expiration de la garantie. On les change à peu près à la fin de l'année, dépendamment du kilométrage. Pourquoi? Parce que les véhicules qu'on a ici sont, lorsqu'ils sont sous garantie, la première année ne brisent pas. Si jamais ils brisent, si par exemple c'est un camion Ford, ben la personne qui a loué le camion qui est sur le bord de la route, l'entreprise qui a fait la location va appeler Ford et Ford va aller porter immédiatement un camion pour remplacer celui-là sur place, là. Okay? Ça fait partie d'une entente de garantie pour ce genre de mandat. Et donc, ça veut dire que quand on a des flottes comme ça, on les change après 12 mois. Donc, 2 ou 3 fois par année, on a des flottes de véhicules à revendre sur un marché secondaire. Alors, la dame ici, lorsqu'elle vend en même temps que Avis, elle vend en même temps que Pelletier, elle vend en même temps que tous les autres. Et là, c'est la guerre pour le prix, pour pouvoir écouler ces véhicules qui faisaient partie de flottes de location. Alors, elle a imaginé que si elle vendait ses camions sur des marchés extérieurs, qu'elle éviterait probablement cette compétition qu'il y a ici sur le territoire au Québec et qu'elle pourrait donc avoir un meilleur prix. Ça, c'était sa réflexion. Et au moment où elle réfléchissait comme ça, elle s'est fait solliciter par une organisation locale qui lui ont dit, le député s'en va en République dominicaine. Puis, on aimerait ça que tu viennes, c'est une mission de gens d'affaires. On s'en va à la capitale et on va te présenter des clients potentiels pour tes véhicules automobiles. Alors, elle s'est dit oui, pourquoi pas. Alors, pas d'études, pas d'analyse, rien. Elle a pris l'avion. Elle est partie avec d'autres gens d'affaires, puis son député, puis ils ont organisé quelques rencontres là-bas avec des Dominicains qu'elle a rencontrés dans différents cocktails ou rencontres business to business, des choses comme celle-là. Et ces Dominicains, ben, ce sont des Latins, comme notre ami Leonardo, et quand on pose une question à oui ou non, souvent ils vont répondre oui, ils vont préférer répondre oui pour que tout le monde soit heureux, pour pas choquer, surtout dans un cadre de mission comme celle-là. Alors, elle a posé la question, moi, j'ai des flottes de véhicules, est-ce que vous seriez intéressé à acheter mes camions? Et ils ont tous, les gens qu'elle a rencontrés, ils ont tous répondu, mais oui, madame, avec plaisir, si les prix sont bons, certainement. Quand elle est revenue, elle a tenté de rejoindre ses clients potentiels là-bas en République. Ah, ben, monsieur Ernesto est absent, il est parti, il va revenir, sa mère est malade, il est à l'extérieur du pays.
Il est à Miami, etc., etc. Pas capable de les rejoindre. Et puis, à un moment donné, elle vient nous voir, puis elle nous dit, je comprends pas, il nous rappelle pas, et puis, alors on pose des questions, stratégie, analyse de marché, elle dit pourquoi analyse de marché, je leur propose mes camions, ils prennent mes camions, ils les prennent pas, c'est tout. Les analyses de marché, c'est simple. Quels sont les véhicules qui sont utilisés en République dominicaine? Elle dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont des camions, oui, mais les camions, c'est du Ford ou c'est du Toyota? Ben, elle dit, je sais pas, moi. Ben, je dis, madame, c'est du Toyota. Puis vos camions à vous, c'est du Ford. Elle dit, oui, mais mes prix, non, je dis pas les prix, les pièces, le service, l'entretien, le mécanicien, la compréhension de la mécanique. Je comprends qu'un moteur, c'est un moteur, là, puis des freins, c'est des freins, là, mais le fonctionnement Ford, puis le fonctionnement Toyota, c'est pas pareil. Puis la pièce, elle est pas là. La pièce Toyota, elle est là, puis elle est là usagée en plus. Mais la pièce neuve, Ford, usagée Ford, il n'y en a pas. Ils vont la faire venir de Miami. C'est où votre avantage? À moins que vous fournissiez les pièces. Ah, ça, je savais pas. Mais évidemment, je vous compte ça. Mais j'ai un autre ami qui, lui, vend des pièces d'avion. Des petits avions de ligne. Il dit 8 à 30 places. Hein, c'est petit. Ces avions, et puis lui, il fournit des pièces comme ça, juste à temps, tu t'envoies un email le matin, tu as envoyé ton argent l'après-midi, puis en moins de 72 heures, la pièce est rendue en brousse au Mali. Tous ces avions-là, ce type d'avions-là, sont en majorité tous fabriqués aux États-Unis. Il y a sa ressource de pièces aux États-Unis. Il sait exactement, il connaît son marché du bout des doigts pour la source. Puis à l'autre bout, ils ne connaissent pas, mais ils savent tous qui pilotent des Piper, puis des Cessna, puis des choses comme ça. Puis il y a toutes les pièces pour ça, où il y a accès à toutes ces pièces-là. La pièce, elle passe pas par Montréal. La pièce, elle part directement de Seattle, puis elle se rend direct au Mali par UPS. C'est une question de connaissance de marché. Alors, ça lui permet, lui, de trouver l'avantage distinctif de son produit. Et puis la dame qui est allée en République dominicaine, elle, si elle avait su ça, elle ne serait jamais allée. Ou elle serait allée offrir ses camions Ford au Mexique. Mais pas en République dominicaine. Parce qu'au Mexique, ils achètent américains parce qu'ils sont sur le bord des frontières comme nous. Puis ils se fournissent américains parce qu'il y a plein d'avantages. Bon, est-ce que ça va être intéressant, un produit canadien sur le marché mexicain, c'est autre chose? Puis est-ce que l'homologation, les normes sont peut-être pas les mêmes, etc. Est-ce qu'il y a des gros changements, des petits changements à faire? Il y a peut-être des changements, comme les voitures sont maintenant électroniques, c'est un changement souvent au niveau de la programmation. C'est très facile. Tu branches ton laptop dans la puce, là, t'as une prise spéciale pour ça, puis c'est réglé. OK? Mais il faut connaître ça, il faut le savoir. Puis Ford, puis Toyota, c'est pas pareil. Comme ça. Alors, quand on n'a pas ces informations-là, on travaille pour rien. Alors, madame, elle n'a jamais vendu rien en République dominicaine. Ce qu'on lui avait suggéré, par contre, c'est d'engager quelqu'un qui connaît A, ce secteur d'activité-là, B, le marché mexicain. Alors, on a trouvé un Mexicain ici qui connaissait ce secteur d'activité-là. Et lui a fait la recherche de marché, l'analyse et le développement de stratégie. Ça y a pris 8 mois. Mais le 9e mois, il a commencé à vendre. Parce qu'il savait comment il faire. C'est ça, la différence. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Alors, l'analyse des besoins, des habitudes de consommation de marché. La segmentation de marché. La segmentation, ça consiste à découper la population totale du marché en sous-groupes distincts, relativement homogènes, appelés segments. Et là, on est dans le marketing pur et dur. Chacun des marchés peut être considéré comme un sous-marché. Un segment de marché, c'est une fraction d'un marché déterminé à l'aide d'un certain nombre de critères explicatifs. Économiques, géographiques, socio-économiques, démographiques, professionnels. Comme, par exemple, les entrepreneurs de construction de la région de San Jose en Californie. Juifs orthodoxes. Ça, c'est un segment de marché bien précis. Okay? Alors, ça représente un sous-ensemble d'individus ayant des caractéristiques communes et un comportement de consommation identique. Ce qui permet d'élaborer une stratégie commerciale adaptée à leurs besoins. Alors, on peut travailler
Là, j'ai été très, très, très micro, mais on peut travailler plus macro que ça. On peut aller chercher les cabinets de services conseil en environnement en Tunisie. Parce que ça existe. Ça existe peut-être pas au Mali, mais ça existe en Tunisie. Souvent, je vais travailler, je vais faire un projet au Mali, puis je vais engager des Tunisiens qui vont me coûter la moitié du prix des Canadiens. Mais il va falloir que j'ai fait mes recherches pour voir si c'est compatible, ça peut marcher. Ça peut marcher sur papier, mais ça peut ne pas marcher sur le terrain. Il faut comprendre ça. Alors, à chaque segment de marché correspond à un groupe de produits définis par leurs caractéristiques, leur emballage, leur prix, leur mode de commercialisation. On obtient ainsi des couples segments-produits, ou produits-marché, comme on parlait tout à l'heure, de la semaine dernière. Un couple produit-marché. Et c'est ce couple-là que je dois assembler dans ma stratégie. Je veux aller porter mon couple, je veux rentabiliser mon couple. Produit-marché. C'est ça, le but de mon analyse et de mon étude de marché. C'est de construire mon couple payant. Pas d'autre chose. Hein, je vous l'ai dit dès le premier cours, notre but, c'est un but mercantile. C'est très bien comme ça, notre société est ainsi faite. Je m'en vais là pour faire du cash. Alors, il faut que je sois capable de faire un couple qui me rapporte. Et non pas un couple qui chambranle et qui chicane. Ça prend un couple qui va bien aller, qui va me faire plein de bébés. Un couple de chinchillas. Plein de chinchillas partout. Comme ça, j'ai plein de pots de chinchillas puis je peux en vendre. OK? Bon, c'est un peu ridicule comme exemple, mais enfin. Les acteurs en présence sur le marché étranger. L'entreprise doit savoir qui sont ses concurrents, je le répète encore, et les acheteurs de ses produits. Donc, ma clientèle qui est prête à acheter, puis mes concurrents qui les fournissent. Puis souvent, quand je m'en vais sur un marché, un nouveau marché, ben, je suis le deuxième, parce qu'il y a déjà quelque chose. C'est très rare que je vais arriver, puis que je vais être le premier, alléluia, sur un marché neuf. Si je comprends ce qui fait que mes compétiteurs sont là, je vais pouvoir imaginer comment je vais pouvoir passer à côté. Leur enlever une part de marché. Puis ça, là, ça veut dire qu'il y a une partie de cette lecture d'informations marché que le patron doit faire. Pourquoi? Parce que c'est lui l'entrepreneur. Lui, là, quand vous autres, vous rentrez le soir, là, comme employé, vous rentrez à la maison, d'habitude, on décroche jusqu'au lendemain. Un entrepreneur, là, ça se réveille à 2 heures du matin. Puis ça réfléchit jusqu'à 4h30 sur ce que ça va être obligé de faire dans la semaine. C'est pas une tare, c'est pas négatif, là. C'est juste que c'est une caractéristique de l'entrepreneur. Il se réveille puis il pense. Alors, si je le nourris d'informations sur le marché, comme ça, ben, il va peut-être pouvoir imaginer certaines façons de préparer ou d'adapter ce qu'il fait, son produit, pour mieux faire. Alors, si moi, je suis engagé par un patron pour développer des marchés extérieurs, quand je ramasse de l'information, à un certain moment donné, je vais la partager avec lui. Je vais aller voir mon patron, puis je vais dire, écoutez, patron, j'ai ramassé ça. Je vais utiliser pas tout, je vais avoir souligné les passages, je vais avoir collé des papiers jaunes à certains endroits pour lui suggérer le plus intéressant. Si je faisais un travail de consultation pour une entreprise, puis qui a les moyens, ben je ferai un compte-rendu de lecture pour leur faciliter la tâche. Je ferai du résumé pour eux autres. Mais si je suis engagé par l'entreprise puis qu'on est limité dans le budget, mais on va plutôt sortir les passages intéressants, mais je vais lui laisser tout le document parce qu'il peut être curieux puis fouiller l'entente des matières et être intéressé par des éléments qui, à moi, me semblent insignifiants et qui, à lui, sont si importants. Alors, la vision d'entrepreneur par rapport à ça, la vision du subalterne sera pas la même. Alors, c'est le fun que cette information-là puisse circuler dans l'entreprise. Vous vous souvenez quand on a parlé de diagnostic. Je vous ai expliqué, le diagnostic, là, ça se fait avec les finances, la direction générale, les ressources humaines, ça se fait avec la direction d'usine, ça se fait avec vente et marketing, ça se fait avec R&D, si ça existe, tout ça ensemble. La même chose avec l'étude de marché. Quand je l'ai faite, ou que je l'ai achetée, ou que je l'ai conçue, puis que je l'ai assemblée,
ben, je la rends disponible. Est-ce qu'ils vont la lire? Pas le comptable qui va lire l'étude de marché. Je serais surpris. Ça se pourrait. Je serais surpris. Peut-être que le directeur d'usine est curieux puis qu'il va la feuilleter. Puis lui, ça va peut-être lui donner une idée pour en parler au patron. Parce qu'il va dire, oui, mais bon, puis je connais, puis dans l'usine, on a Mario qui vient de là-bas. Il pourrait nous dire quelque chose. Ah, ça devient de l'information primaire. Des fois, le gars qui développe l'international, c'est pas que Mario travaille dans l'usine. Parce qu'il n'y a pas de contact avec eux. Okay? Et ça devient des fois une source intéressante. Mario, il vient de là-bas. Chez lui, il y avait un doctorat. Il est arrivé au Canada, il n'y a pas d'équivalence. Il travaille le lift à l'usine, puis il est syndiqué, puis il est payé 28$ de l'heure. Il est pas malheureux. C'est pas ça qu'il voudrait faire, là, mais il y a une famille à nourrir. OK? Mais si je partage l'information, que je la rends accessible, mes idées vont germer, puis les idées vont germer dans mon équipe. L'étude de marché devrait renseigner l'entreprise sur le fonctionnement des circuits de distribution. Alors, non seulement je m'informe sur ce qui se passe là-bas, puis comment ça se distribue à l'intérieur de tout ça, ça devrait me renseigner sur ce qui concerne aussi le commerce de gros ainsi que le commerce de détail. Donc, toute la chaîne, pas juste la personne à qui je veux vendre, l'importateur ou l'importateur-distributeur, mais le distributeur, le grossiste, le détaillant. Je veux comprendre tout ça parce que mon produit sur la tablette à l'autre bout, là, quand je connais tout le processus puis que je suis capable de faire le calcul à l'envers, de la tablette du magasin jusqu'à mon usine, c'est là que je vais être capable de vérifier si financièrement je suis compétitif. Alors, il est même nécessaire de vérifier les agents qui sont là, comment ils fonctionnent. Aux États-Unis, les agents sont membres d'une organisation qu'on appelle MANA. Manufacturers Agent of North America. Je ne sais pas si c'est .org. Je suis pas sûr. Manufacturers Agent of North America. Ça, c'est l'association. Je vais peut-être pas retrouver ça au Paraguay, là. Une MANA. Mais là, si je vais fouiller là, je vais trouver une mine d'or d'informations sur le fonctionnement des agents sur ce marché-là. Puis je vais voir les spécialités, je vais voir la réglementation, je vais comprendre, puis je vais pouvoir élaborer ma stratégie parce que peut-être que je vais considérer un agent parce que c'est super bien structuré. Mais il faut que je fasse l'effort de comprendre ça avant d'y aller plutôt qu'être rendu à la foire et d'être obligé d'improviser. Alors, les principes directeurs d'un processus de sélection de marché. L'instinct d'entrepreneur constitue le point de départ. Je pars avec ça. Les données primaires sont essentielles. Un plan de recherche minutieux, c'est requis. La validation de l'information doit se faire de manière continue. On va en parler sur Internet quand on va faire les technologies d'information et leur application en commerce extérieur. On va travailler là-dessus. On va voir comment on va valider notre information en cours de route. Alors, je ne vais pas définir ça aujourd'hui, mais dans 2 semaines. La semaine prochaine, on va faire foire émission. La rigueur et l'éthique doivent guider tous mes gestes. Il n'y a aucun accroc admissible ici, car la réputation d'entreprise est en jeu, entre autres. Il faut toujours décliner son identité correctement, expliquer clairement l'objet de ses recherches et donner suite à tous les engagements pris envers les personnes consultées dans le cadre de la recherche. Souvent, ce que je fais faire quand je veux avoir de l'information d'un compétiteur, ça c'est en ordre de ce qui est écrit sur la diapositive. Je vais prétendre que je suis un acheteur intéressé. Censé ne me donnera pas l'information. Puis je vais soit avoir une adresse .com ailleurs que j'ai construit strictement pour ça, ou je vais avoir une adresse à Gmail ou Hotmail. Et là, je vais prétendre que je suis ce que je ne suis pas. Vous ferez ce que vous voudrez avec ça. OK? Mais souvent, je vais solliciter pour pouvoir comparer mes prix. Si je demande à mon compétiteur de m'envoyer quelque chose, il ne le fera pas. Je me souviens quand mon frère était propriétaire d'une entreprise à Québec. Je vous en ai peut-être parlé à un moment donné. Là. Entreprise qu'il a vendue il y a quelques années. Hein? Faudel.
.ca, je crois. OK? Entreprise qui fait des compteurs géopositionnés de personnes. Alors, combien d'adultes, d'enfants sont rentrés et sortis par la porte en avant, en arrière de l'autobus, au coin de Belvédère et Grande Allée à 3h20? Ça, c'est précis, ça. Ça s'appelle de la statistique. Ils ont fait tous les trains d'Angleterre avec ça. Ils ont fait beaucoup de trains en Europe. Ils ont fait des casinos, des hôtels, des aéroports, des choses comme ça, des avions, tout un truc. Okay? Alors, moi, je me souviens, dans ces premières années à l'international, ben, quand mes voyages faisaient que, je sais pas, j'allais à Londres quelques jours, puis qu'il y avait un compétiteur londonien, ben, il me disait, pourrais-tu aller voir le compétiteur londonien? Je ne faisais pas une carte Miville-de-Chêne, parce que mon frère s'appelle Miville-de-Chêne, alors je me faisais une carte avec un autre nom, puis avec ma compagnie à moi, puis j'allais visiter la personne, puis je disais, on est un service canadien, consultation, machin, etc., j'ai entendu parler de vos produits, puis je vais en savoir plus, puis j'allais visiter les entreprises. Puis j'allais chercher de l'information pour mon frère. C'est un service qu'on se rend en famille, n'est-ce pas? Mais là, je jouais à prétendre ce que je n'étais pas. Vous ferez ce que vous voudrez avec ça. Mais ça apportait beaucoup d'informations à mon frère, puis ça lui permettait de savoir jusqu'à quel point il pouvait être compétitif ou pas, dans certains cas. Alors des fois, il voyait une entreprise qui semblait sur Internet comme étant importante et imposante, puis quand j'allais visiter, c'était une cambuse dans un demi-sous-sol. Parce que je voulais pas rencontrer au restaurant, je voulais aller à l'entreprise. Ben oui, je voulais avoir de quoi ça a l'air. Alors, je vous dirais pas d'aller faire leur poubelle quand même, mais c'est de l'information qu'on peut aller chercher. Pour ça, beaucoup de compagnies sont méfiantes de ces visiteurs qui viennent. Et voilà. Alors, j'arrive un peu à la fin de ma présentation d'aujourd'hui. C'est le fun, ça s'est bien fait aujourd'hui. C'est extraordinaire. J'ai un autre petit vidéo pour vous, par exemple. Voilà. Je vous passe ça, puis je reviens avec un point de conclusion. Learn all you can before you strike out on your own. A solid education and successful mentoring can make all the difference to your business. Click the link below for more information. And we look forward to seeing you at dreamstofact.com.